Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission vidéo de la rédaction de Nice Matin, une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Frédéric Maurice, c'est le chef de l'édition Nice Métropole. Bonjour Frédéric. Bonjour Denis, bonjour à tous. Notre invitée aujourd'hui, Juliette Chénel-Leroux. Bonjour Juliette Chénel-Leroux. Bonjour messieurs. Vous êtes conseillère municipale et métropolitaine Les Écologistes de Nice. Vous êtes aussi tête de liste Les Écologistes PCF-PS aux élections municipales de 2026 à Nice. Juliette Chénel-Leroux, le 5 septembre, les écologistes, le Parti communiste français et le Parti socialiste vous ont placé en tête de la liste que les trois formations présenteront à Nice en 2026. Pourquoi vous avoir choisi vous ? C'est un travail de longtemps que nous avons mené depuis plus d'un an sur divers sujets et parce que j'ai été présidente du groupe écologiste à la métropole et à la ville de Nice, parce que j'étais une élue sortante et parce que nous avons mené des combats ensemble, notamment avec le grand succès d'avoir changé le nom du lycée Thierry Monnier, qui était un antisémite notoire. On a changé le nom pour Missak et Méliné Manouchian. C'est une victoire que nous avons menée ensemble. Je pense aussi que je suis peut-être apparue mieux placée pour mener cette liste parce que je suis élue sortante et aussi parce que on me sait ouverte aux discussions avec tous les partis politiques et toutes les associations de la ville de Nice. Alors pour autant, ce n'est pas une liste d'union. Est-ce que vous avez, en vous déclarant assez tôt, voulu couper l'herbe sous le pied à ceux qui prétendaient occuper la première place en cas de liste d'union, justement? Je pense particulièrement à la France Insoumise et à Place Publique. En fait, le travail a commencé très tôt, finalement. Il a commencé pour ces municipales en janvier de cette année, où nous avons réuni les quatre partis du nouveau Front populaire, tels ceux qui avaient réussi à faire... LFI comprise. Hein. LFI comprise. Donc ils ont été invités, ils n'ont pas souhaité siéger en janvier à nos discussions, mais ils ont intégré les discussions programmatiques à partir du mois d'avril. Ils sont venus à nos réunions, ainsi que d'autres mouvements associatifs collectifs. Et ils n'ont pas participé, on peut le dire. Enfin, ils sont venus, mais ils n'ont pas... Donc ça veut dire que si l'union ne se fait pas, c'est parce qu'ils ne l'ont pas voulu ? Si l'union ne se fait pas, c'est qu'il y a probablement des conflits et des lignes rouges entre les partis politiques qui forment la liste que je mène maintenant. Et puis, de l'autre côté, chez LFI, il y a un peu des lignes rouges qui sont un peu pénibles, vous voyez. C'est une décision nationale, ça? Enfin, ce sont des lignes rouges nationales ou locales? On voit, c'est qu'au niveau national, LFI a tendance à vouloir systématiquement présenter des listes contre les listes de gauche sortantes, voire contre les mairies de gauche sortantes. Et donc vous avez sanctionné LFI au plan national ici à Nice? Je n'ai pas sanctionné LFI et nous n'avons pas sanctionné LFI. Nous avons continué notre travail que nous avons fait en confiance depuis le mois de janvier. Et ce travail n'est pas terminé. Nous avons encore 6 mois devant nous d'ici les élections. Donc si l'intelligence collective fonctionne, on arrivera probablement à avoir une belle liste de gauche encore plus large. Donc ça n'est pas totalement exclu? Ça n'est pas totalement exclu, non. LFI et Place Publique disent que la dynamique électorale est de leur côté. Les élections européennes de 2024 leur donnent raison. Est-ce que c'est un argument valable selon vous? Nous menons une campagne pour les Niçois. Ce n'est pas une campagne européenne. Le discours et les positions de M. Glucksmann à l'Europe étaient très intéressantes et je comprends qu'il ait eu beaucoup de voix. Il l'a mené avec le Parti socialiste. De même, LFI a eu une candidate qui était très très bonne et très active. Et donc sur l'Europe, on sent qu'évidemment, ils ont eu les points. Par contre, nous, on part pour Nice, on part pour des municipales, donc c'est un autre sujet. Si, quand on vous dit c'est une question d'ego, vous répondez quoi? C'est un argument que j'imagine que vous rejetez? Alors oui, parce que s'il y a bien... j'ai plein de défauts, mais alors l'ego, c'est pas le mien. Ouais. C'est pas moi qui ai demandé à être tête de liste. Enfin, j'ai pas tapé du pied. Ça a été vraiment une question de confiance qui s'est menée et qui s'est tricotée depuis plus d'un an. Et quand on parle de lignes rouges, vous pensez à quoi, par exemple, les choses qui sont inacceptables dans ce que vous demande LFI, qui a fait une conférence de presse le 30 août en disant faisons une liste commune, mais à condition qu'on occupe la deuxième place, sachant que la première reviendrait à une personnalité de la société civile et
que voilà, ce soit à certaines conditions propres à LFI en rejetant par exemple Place Publique. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a une liste qui est déjà de 3 partis politiques de gauche qui ont mené des campagnes ensemble ou parfois séparément, mais avec succès ou avec parfois des difficultés. Mais en tout cas, on est ensemble et on est soutenus. Nous sommes soutenus par Pinar Selek, qui est une personnalité que l'on à qui on ne peut pas reprocher de ne pas être de gauche et résistante et qui a envie de faire avancer les causes sociales et féministes sur Nice. Nous sommes aussi soutenus, et je l'annonce ici, par Ernest Pignon-Ernest, qui nous donne son soutien et qui va représenter tout ce que la culture n'a pas eu sous les mandats de Christian Estrosi. Et précisons qu'Ernest Pignon-Ernest est un très grand artiste originaire de Nice, quelqu'un d'extrêmement connu effectivement dans le domaine des plasticiens. Vous parlez de la société civile à l'instant. Pourquoi aussi avoir tourné le dos à Viva? Pourquoi ne pas avoir associé toutes ces forces citoyennes, notamment dès le début, alors que c'est un collectif de personnalités issues pour beaucoup de la gauche et de l'écologie qui est assez actif à Nice? Oui, écoutez, on peut parler de plusieurs collectifs. Viva est venu à toutes nos réunions thématiques et a participé. Du coup, on a été un peu surpris de leur positionnement en disant c'est nous avec les LFI ou rien. Donc, ils ont fait un choix. Ils ont dit on viendra pas vous retrouver vous, mais on viendra vous retrouver qu'à condition que LFI soit là. Alors, on va voir ce que l'avenir dira. Il y a des personnalités avec lesquelles je m'entends très bien et évidemment Mireille Damiano, Damiano qui est avocate spécialisée dans les on a travaillé ensemble pendant ces 5 années et on va continuer de travailler ensemble et ne menaçons pas l'avenir. Il y a probablement dans les 6 mois qui viennent ou dans le 2e tour la possibilité d'avoir ces personnalités avec nous. On parle d'avenir. Justement, le premier tour, c'est en quelque sorte, ça peut être en quelque sorte une forme de primaire entre vous qui implique le rassemblement au second tour, y compris si c'est la liste LFI qui arrive en tête. Alors moi, j'aimerais bien qu'on arrête de parler de LFI parce que nous, on est une liste d'union déjà. On est une liste d'union et qui est en train de s'élargir à d'autres partis politiques. Génération S nous a rejoints et il y en aura d'autres. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'on est une liste de gauche qui va être face à 2 listes de droite consanguines, qui sont des anciens copains, des anciens amis qui ont un peu divergé. Et nous, on représente ce que les Niçois attendent de la fin de cette hégémonie de droite et l'usure du pouvoir d'un côté ou une politique absurde de l'autre. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité historique dans ce moment où vont s'affronter ces deux têtes d'affiche, Éric Ciotti et Christian Estrosi, une opportunité historique pour la gauche ? C'est un trou de souris, mais on va essayer d'y rentrer. On va essayer en présentant notre programme, on va aller travailler. On a déjà mené les grands axes du programme, on les a travaillés bien ensemble en toute confiance et on va les présenter aux Niçois. On va leur présenter un programme qui ne va pas être juste pour la carte postale du bord de mer, qui va être vraiment pour chaque quartier. Et ça, on va le travailler ensemble. C'est dans cette construction-là fine que vont se préparer les 6 mois à venir. Et c'est comme ça qu'on va convaincre les Niçois. On va venir au programme, mais juste bien comprendre le positionnement. Place Publique, parce qu'on a parlé de la LFI, effectivement, on n'en parle plus. Place Publique, où est-ce qu'on en est les négociations? Est-ce que Place Publique va vous rejoindre? Place Publique, donc c'est le mouvement que co-préside Raphaël Glucksmann. Eh ben, Place Publique, nous avons travaillé ensemble aussi sur le programme avec eux. Ils sont venus et pour l'instant, ils ont dit qu'ils ne souhaitaient pas venir avec nous. Voilà. Ça veut dire qu'ils feraient une liste individuelle alors? Ben, ce serait un peu fou, quoi. Enfin, je vois pas. Et c'est eux qui sont, parce que eux disent que c'est pas eux, que c'est vous qui fermez les portes. Enfin vous, pas spécialement vous, Juliette Chanel, hein, mais que l'alliance PCF, PS, les écologistes leur ferme la porte. Non, on n'a pas du tout fermé la porte, on les a accueillis, on a discuté avec eux, on a partagé beaucoup de choses avec eux, et eux aussi ont des lignes rouges. Et donc avec des gens qui ont des lignes rouges de chaque côté, eux veulent pas d'LFI, LFI veut pas de Place Publique, vous voyez que c'est un peu compliqué de faire une liste d'union de la gauche. Moi, ce que je veux, c'est que l'ensemble des Niçois se sentent représentés. Aujourd'hui, Place Publique, les Niçois, ils savent pas ce que c'est, donc c'est pas indispensable, mais par contre, on aimerait bien les avoir avec nous, parce qu'il y a de très belles personnes dans les personnes adhérentes de Place Publique, des gens qui ne sont pas connus du grand public, mais qui sont des personnes très intéressantes. Moi, ce que je voudrais, c'est
qu'on arrive à construire une liste de gens de compétences. Donc il faut construire les compétences, pas juste un catalogue de noms issus de différents partis politiques. Et quand on est électeur de gauche, on peut se dire plusieurs listes, c'est une catastrophe. Est-ce que c'est vraiment une catastrophe s'il y a plusieurs listes à se présenter selon vous? C'est très ennuyeux. Oui, c'est ennuyeux parce que ça fait de l'éparpillement des voix. Et puis, vous savez bien que si on fait en dessous de 10% des voix, on n'est pas au second tour. Nous, on représente un vrai rassemblement, même, hein. 10% des électeurs. Oui. Et donc, il va falloir qu'on travaille dans ces 6 mois à unir tout le monde. On a eu les premières discussions qui ont été un peu avec les exigences des uns et des autres, mais c'est toujours comme ça, les négociations. Ne vous inquiétez pas, on y va tranquillement. Et comme je disais lors de notre conférence de presse de rentrée, nous avons mis les 3 piliers de la maison commune. Maintenant, il va falloir commencer à construire cette maison commune. Je voudrais qu'on revienne sur vos adversaires. Pour vous, Éric Ciotti et Christian Estrosi, est-ce que vous les placez sur le même plan si Éric Ciotti était en position favorable, soit dans le scénario d'une triangulaire ou au second tour dans un duel face à Christian Estrosi? Est-ce que vous pourriez soit vous retirer si c'est le scénario d'une triangulaire, soit appeler à voter Christian Estrosi? Nous avons annoncé dès le début que nous ne nous retirions pas. C'est-à-dire qu'il y aura une liste de gauche au second tour. Ce sont 2 frères qui sont maintenant 2 frères ennemis. Éric Ciotti a soutenu le programme de Christian Estrosi en 2020. Il a soutenu, signé jusqu'en 2022-2024. Enfin, je ne sais plus quand, mais il y a un moment, je ne sais pas pourquoi. Il a scellé une alliance avec le Rassemblement national depuis. Quand il a cédé l'alliance avec le Rassemblement national, tout d'un coup, tout ce qu'il avait validé n'était plus bon à son idée. Le circuit du Castellet, la destruction de l'Acropolis, tout ça. Il l'avait signé puisqu'il avait soutenu le programme de Christian Estrosi. Nous disons, ce sont 2 frères ennemis. Par contre, c'est vrai que Éric Ciotti a un programme d'extrême droite pour lequel nous sommes complètement horrifiés des propos qu'il peut tenir. Et puis, en plus, il a des positions qui nous semblent, mais d'un autre temps, quoi. C'est un élu du XXe siècle, pas du XXIe siècle. Quand il veut Vous parlez de quelle position? Quand il veut remettre les vélos sur les pistes cyclables pour laisser la place à la bagnole. Voilà, on veut laisser la voiture occuper tout l'espace et mettre les vélos en danger des piétons à côté. C'est quand même mal connaître ce que disent les comités de quartier sur ce qui se passe sur le littoral. Il y a eu 30 morts sur la promenade des Anglais, il y a des accidents liés aux trottinettes et aux vélos. Il faut séparer la voiture des vélos, les vélos des piétons. Mmh. Donc ces positions-là, ça semble anecdotique, mais ça montre bien que c'est quelqu'un qui ne connaît plus sa ville. Vous serez donc à la tête de cette liste d'union. Le deuxième, ce sera un communiste, Julien Picot, qui est le secrétaire départemental. La troisième, ce sera une socialiste. Est-ce qu'on peut savoir qui? Ils ont leur réunion de vote très bientôt. D'accord. Alors, donc ça fait 3, même les 4 premiers sont des gens encartés. Est-ce que vous serez à la tête d'une liste d'apparatchiks, de gens qui sont tous encartés? Alors d'abord, être encarté, c'est pas des apparatchiks parce que on n'est pas des professionnels. On n'est pas des professionnels de la politique. Moi, la première, j'ai été ingénieure, travaillé dans le privé, dans des entreprises ici locales pendant 40 ans. Donc non, on n'est pas des apparatchiks. On est des personnes, des citoyens qui ont envie de donner de leur temps et de leur énergie. Et il y aura qui d'autre sur cette liste alors? Quel type de profil? Il va y avoir de belles personnes. Des belles personnes. La liste n'est pas encore finalisée. Aussi issu de la société civile, hein? Bien sûr. D'accord. Mais moi, je me considère aussi de société civile. Hein, je ne suis pas militaire. Des gens qui ne sont pas forcément encartés, qui ne sont pas forcément dans les partis. Voilà. D'accord. Mais faire partie d'un parti politique, ce n'est pas une honte. Ça veut dire qu'on met un peu dans l'ordre nos idées politiques sur l'avenir du pays, sur l'avenir de la ville. Être citoyen, c'est aussi avoir... Moi, je suis aussi encartée dans des associations. Voilà. Parmi ces belles personnes, est-ce que figurera Jean-Marc Governatori? C'est lui qui conduisait la liste sur laquelle vous avez été élu en 2020. C'est le coprésident de l'écologie au centre.
Non, nous avons décidé, à l'usage et à l'usure de la pratique politique avec Jean-Marc Governatori, de ne pas partir avec lui. 2020, c'était un essai de faire une liste exclusivement écologiste en prenant tous les écolos de gauche, comme ils nous appellent, écolos de gauche, et les écologistes, qui est un écologiste de droite. Il s'est avéré qu'il n'a rien fichu du tout pendant tout son mandat. Il venait au Conseil, il découvrait les délibérations pendant le Conseil. Donc, je n'ai pas beaucoup apprécié cette façon de faire parce que moi, quand je m'engage, je fais le job, je travaille. Même si on est dans l'opposition, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Ça veut dire qu'il faut connaître les dossiers, ça permet aussi de connaître sa ville. Donc, s'il décide de repartir avec une liste écologiste de droite, il le fera en prenant des voix sur ceux qui ne connaissent pas trop notre programme ou qui ne l'auront pas lu, mais ce serait très dommage. Dans une interview accordée le 23 juillet à Nice Matin, Xavier Garcia, ex-patron des socialistes du département qui est aujourd'hui à Place Publique, qualifiait en souriant le bilan des 3 opposants écologistes dont vous faites partie sortant du conseil municipal d'honorable compte tenu des moyens dont ils disposaient. Ça n'est pas très élogieux. Vous avez réagi comment ? C'est pas non plus trop critique, parce que... C'est le bilan que vous feriez aussi honorable au vu des moyens dont vous disposiez ? Moi, je pense qu'on a un bon bilan. Je pense qu'on a un bon bilan parce que on avait effectivement 3 élus qui travaillaient et on a fait avancer certains sujets. Il y a d'autres sujets, évidemment, comme on ne partage pas du tout la majorité avec... c'est qu'à 3 élus, vous avez fait votre maximum, quoi. Voilà. À 3 élus, on a fait un bon boulot. D'abord, on a fait connaître à l'extérieur tout ce qui se passe en interne. C'est le travail de l'opposition. Une ville où il n'y a pas d'opposition, c'est une ville où les choses se passent sans que les citoyens puissent le connaître. Et nous, on a fait savoir des pratiques qui nous semblaient indignes dans la pratique municipale ou métropolitaine. On a sorti des dossiers et ça, c'était important. Et puis, on a aussi poussé derrière, et il y a certains sujets sur lesquels Christian Estrosi a évolué. Est-ce que c'est grâce à nous? Est-ce que c'est à cause de sa connaissance peut-être du dérèglement climatique? Mais sur certains sujets, il a pu évoluer. Il n'a toujours pas évolué sur l'agrandissement de l'aéroport, et ça, ce sera son sparadrap du capitaine Haddock pendant tout son mandat. Ça sera, j'imagine, un des éléments de votre candidature et de votre programme. Quels seront les grands axes de ce programme? D'abord, c'est un programme pour les Niçois, pas pour les touristes uniquement. C'est un programme pour les Niçois qui, aujourd'hui, ont du mal à se loger, qui, aujourd'hui, ont perdu en pouvoir d'achat, pas seulement à cause de la politique municipale, mais à cause de la conjoncture et de la politique de notre gouvernement. Donc, il faut vraiment travailler sur le logement. La limitation des logements touristiques, parce qu'aujourd'hui, la moitié des lits, si on peut dire, des lits sont consacrés au tourisme. Ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de place pour les Niçois pour se loger et à des prix qui sont indécents. Donc là-dessus, on va faire un vrai travail sur la fin du logement touristique spéculatif. On va travailler aussi sur le transport, parce que la ligne 5, on l'attend depuis trop longtemps, la ligne de tramway qui va à l'Ariane et à la Trinité, et qui permettrait de respirer, c'est-à-dire d'éviter tous ces embouteillages sur la pénétrante, et qui permettrait aux habitants, aux plus de 10 000 habitants du quartier de l'Ariane et à ceux du Paillon, de venir à Nice de façon quand même plus fluide, sans être obligé de dépendre d'une voiture. On va travailler aussi, bien sûr, sur la sécurité, parce que la façon dont chacun se balance des sujets de sécurité à la figure en mélangeant tout, la police nationale et la police municipale, c'est pas la même chose. Nous, on veut que les Niçois puissent vivre en tranquillité, en sécurité, donc qu'ils voient la police dans la rue et dans leur quartier, pas au commissariat Saint-Roch uniquement. Justement, sur la sécurité, Juliette Chenel-Leroux, le 6 juillet, la présidente des députés LFI, Mathilde Panot, était interviewée sur BFM TV. On regarde un extrait. Si vous élisez un maire de la France Insoumise, nous désarmerons la police municipale de votre ville si elle est armée. Oui. Oui. Et nous nous battrons pour qu'au niveau national, il soit réintégré dans la police nationale avec de la police de proximité. Quant aux caméras de surveillance, là aussi, il faut voir dans le cadre des contrats. Mais moi, je le redis, je ne suis pas favorable à ce qu'on mette des caméras de surveillance partout qui n'ont, encore une fois, jamais prouvé leur utilité.
Juliette Chenel-Leroux, est-ce qu'il faut à Nice désarmer les policiers municipaux et éteindre les caméras de vidéosurveillance? Ça n'est pas ce que nous voulons faire, non. Par contre, une police armée nécessite une bonne formation. Et aujourd'hui, la police nationale et la police municipale n'ont pas le même niveau de formation. Donc il faut une vraie formation pour... Ils sont formés quand même, les policiers municipaux. Hein. Oui, mais beaucoup moins longtemps qu'une police nationale. Oui, est-ce que ça a un impact, clairement? Ça a un impact sur les réflexes à avoir, sur la façon de maîtriser... Vous trouvez qu'ils ne sont pas suffisamment professionnels, les policiers municipaux niçois, aujourd'hui? Je ne dis pas ça. Je dis simplement que le niveau de formation des polices municipales n'est pas suffisant. Et il faut l'améliorer. Parce que avoir une arme, c'est un risque. C'est un risque pour soi-même aussi. Vous savez que c'est une des professions qui a le plus de suicides, la police. Après les agriculteurs. Il y a les agriculteurs parce qu'ils ont souvent des fusils de chasse et la police. Parce qu'ils ont l'outil pour mettre fin à leur jour. Et parce que c'est un métier très stressant. Essayez de vous mettre à la place de ces personnes qui sont en contact avec de l'animosité. Il en faut plus de policiers municipaux? Non, il n'en faut pas plus. Il faut mieux la répartir. C'est-à-dire qu'il en faut vraiment dans tous les quartiers. Et la vidéosurveillance, quelle est votre position par rapport à ça? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'on garde les caméras? Quel bilan vous en tirez? À la vidéosurveillance, on a dépensé plusieurs dizaines de millions d'euros depuis le début. On a énormément de caméras. Ça n'empêche pas. Ça permet parfois de résoudre des affaires. Donc on ne va pas les démonter, les caméras de vidéosurveillance. Mais on ne va pas en rajouter. Ouais, ça, ce n'est pas nécessaire. Et puis, il y a le centre de supervision urbain occupe beaucoup de policiers pour la surveillance de ces caméras. Si vous êtes élu, est-ce que vous désengagerez Nice des Jeux Olympiques d'hiver que la ville doit accueillir en 2030 ? Si c'est encore possible, oui. Parce que ces Jeux Olympiques 2030, c'est une aberration écologique, c'est une aberration financière. Ça va coûter aux Français plus de 2 milliards d'euros. Donc je ne sais pas encore quelle sera la facture pour les Niçois, mais les Niçois sont aussi des contribuables français. Ça va coûter extrêmement cher. C'est absurde de mettre des Jeux Olympiques qui vont de Nice à Chamonix, parce que ça fait des déplacements énormes. Vous voyez, les Jeux Olympiques de Cortina, ils vont être dans une zone géographique beaucoup plus resserrée, et c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas décider, je fais une patinoire ici, je fais une piste de ski là, et une piste de bobsleigh ailleurs, c'est n'importe quoi. Ça a été fait juste par l'envie de nos 2 présidents de région d'avoir leur nom en haut de l'affiche. C'est pas un peu dommage pour l'attractivité de Nice, le rayonnement de la région ? Le rayonnement de Nice, il est incontestable. Il est incontestable. Vous voyez le nombre de touristes qu'il peut y avoir sur Nice à toutes les saisons. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter. C'est trop? Il y a trop de touristes? Il y a eu des périodes où il y a eu vraiment trop de touristes. Vous pouvez en parler avec les Niçois. On n'arrivait plus à aller boire un coup dans le Vieux-Nice. Il y avait du monde partout. Il y a beaucoup de touristes et c'est bon pour l'emploi aujourd'hui, qui est vraiment concentré sur l'emploi touristique. Mais il faut aussi penser probablement d'autres formes de ressources économiques. En tout cas, les Jeux Olympiques, c'est absurde pour Nice, c'est absurde pour Briançon, c'est absurde. Je suis dans un réseau sur toute la région PACA et région Auvergne-Rhône-Alpes. Il n'y a personne qui le trouve malin, quoi. Tout à l'heure, vous avez fustigé l'extension de l'aéroport. Si vous êtes élu maire, qu'est-ce que vous pourrez encore faire au sujet de l'aéroport ? Alors le maire de Nice a donné son accord en tant que maire de Nice pour cette extension. Ce qu'on peut donner déjà comme limite et que l'on fera si on est aux affaires, c'est de fermer l'aéroport de jet privé. Amsterdam l'a fait. C'est le 2e aéroport d'aviation d'affaires en France, à Nice. Et vous savez ce qu'on a appris aujourd'hui? Que Uber allait lancer des hélicoptères pour faire Monaco-Nice, Nice-Saint-Tropez. Vous ne croyez pas que le monde devient dingue, quoi. On est en train de souffrir d'un dérèglement climatique, on va rajouter de la pollution. Les jets privés, c'est énormément de pollution pour des gens qui pourraient très bien prendre l'avion parce qu'il y a un aéroport public à côté. Ça n'a aucun intérêt et ça pollue et ça fait du bruit. Ça a un intérêt en termes d'emploi. Il y a toute une économie autour des jets. On trouvera une autre... les personnes qui travaillent autour de l'aéroport peuvent travailler aussi à l'aéroport de Nice
aéroports des gros avions et pas forcément des jets privés. Toujours au sujet des transports, est-ce qu'il faut réduire le prix des billets des transports en commun à Nice, voire les rendre gratuits comme à Montpellier, qui est une ville socialiste, ou les augmenter comme à Lyon, une ville écologiste? La première des choses, c'est de faire cette ligne 5 du tramway. Parce qu'il faut investir dans la ligne 5 du tramway. Vous n'êtes pas une partisane de la gratuité des transports? Notre objectif, c'est au final, après 1 ou 2 mandats, puisque ça doit se faire dans la durée, c'est d'arriver à la gratuité des transports. Pourtant, la Cour des comptes vient de rendre un rapport qui étrie complètement le bilan de Montpellier en disant il n'y a pas de report de modalité entre les voitures et les transports en commun quand les transports en commun sont gratuits. Ouais. Et même pire, les gens ne marchent plus, ils empruntent d'un arrêt à l'autre, ça surcharge les transports qui n'ont plus les moyens d'investir. Le bilan est vraiment pas bon. Non, vous brossez un tableau un peu noir que M. Delafosse a contesté d'ailleurs. Ce qui est important pour arriver à la gratuité, c'est qu'on ait les cadencements et le nombre de tramways et le nombre de... Mais les gens qui ont les moyens de payer, est-ce que c'est normal d'offrir la gratuité à tout le monde? Parce qu'il n'y a pas de gratuité, on sait très bien que c'est la gratuité, nous la voulons très rapidement pour les jeunes de moins de 18 ans. Parce que mettre les quels que soient les revenus des parents. S'ils sont métropolitains, s'ils sont niçois et métropolitains, bien sûr. Parce qu'il faut qu'ils soient niçois et métropolitains, on ne va pas faire la gratuité pour les touristes. D'accord. On commence par là, parce que... Et après, dans l'idée, c'est pour tout le monde, quels que soient les revenus, même des gens qui ont beaucoup d'argent. Il faut pas, si on met une usine à gaz pour organiser ça, on va payer trop cher en organisation et en système de billetterie. Il faut avoir la possibilité pour tous les Niçois et métropolitains de prendre les tramways quand ils ont moins de 18 ans, quand ils veulent. Parce que de toute façon, on perd beaucoup de temps et d'argent à vouloir contrôler, parce que les jeunes sont toujours a priori des délinquants, selon notre droite locale, alors qu'en fait, si on leur donnait la possibilité de ne pas payer jusqu'à 18 ans, ça permettrait vraiment de mettre l'habitude du transport en commun. L'habitude du transport en commun. Une petite question. Lors de l'annonce de votre choix pour remener cette liste le 5 septembre, vous arboriez, comme on le voit sur cette photo, ostensiblement un éventail arc-en-ciel. Quel message vouliez faire passer exactement? Cet éventail arc-en-ciel m'a été offert par Pinar Selek. Qui est féministe et qui est défenseuse des populations qui se sont exclues. LGBTQIA+, vous voyez, c'est toute une palette de couleurs, une palette de vie que les gens ont envie de vivre en toute sécurité. Je dis ça parce que moi je me suis renseigné du coup auprès des associations concernées qui vous ont jamais vu dans leur rassemblement, contrairement à d'autres qui sont sur la liste. Mais vous en particulier, on vous a jamais vu dans ces mouvements-là, donc vous êtes très surpris de voir cet éventail avec lequel vous posiez à l'époque. Je suis allée au rassemblement, mais je ne me mets pas en avant et je ne prends pas des photos de moi dans ces rassemblements. Voilà. Vous n'êtes pas une passionnariat d'un coup de... Je ne suis pas une passionnariat, mais je pense que c'est un sujet sérieux et que l'on doit traiter sérieusement parce qu'il y a des discriminations de plus en plus violentes qui sont faites, à commencer par les réseaux sociaux. Et c'est un sujet... national, le sujet des violences sur les réseaux sociaux qui touchent notamment nos Niçois et Niçoises qui ont envie de vivre leur sexualité comme ils le veulent. Alors pour terminer, un mot sur la situation nationale. Est-ce qu'il est souhaitable que le PS, les écologistes et le PCF s'entendent avec le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu pour éviter de faire tomber un nouveau gouvernement ? Alors aujourd'hui, c'est à Sébastien Lecornu de dire ce qu'il est capable de mettre de côté des mesures que Bayrou avait présentées préalablement et qui ont fait qu'il y a eu une motion de censure. Monsieur Lecornu connaît très bien les positions de nos partis politiques et notamment pour ce qui concerne les écologistes, ce qui a été scandaleux dans les retours en arrière sur l'écologie dans ces derniers mois. La loi du plomb, à commencer par la loi du plomb, qui était quand même quelque chose d'extrêmement scandaleux, de retour en arrière sur les pesticides, sur les enquêtes publiques pour les installations classées. Il faut que M. Lecornu entende et qu'il comprenne que l'argent peut se trouver dans d'autres dispositifs que simplement dans la poche des gens qui sont malades ou en difficulté ou au chômage. Merci. On passe, avant de terminer, à la question perso. Frédéric Maurice.
Juliette Chenel-Leroux, vous vous préparez à affronter 2 poids lourds de la politique. Est-ce que vous estimez avoir les épaules assez solides pour ça ? Vous savez, moi j'ai été déléguée syndicale, j'ai travaillé dans l'industrie comme ingénieure. En tant que femme, c'est quand même pas toujours simple. En tout cas, ça ne l'était pas quand j'ai commencé dans les années 80. Et je l'ai menée sans l'affrontement viril nécessaire, mais avec l'objectif de toujours travailler en équipe. Donc le fait de travailler en équipe, de respecter ses adversaires, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des adversaires. Donc je ne vais pas à la bagarre, je vais au dialogue et à l'affrontement. L'affrontement, ça n'est pas la bagarre. Donc il n'y a pas besoin d'être un poids lourd. Ceux qui font du judo le savent, on peut faire basculer un adversaire même s'il est plus lourd que soi. Merci beaucoup Juliette Chenel-Leroux, merci Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis, merci à Sophie Dancé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin pour sa préparation. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'interview à la une. Bon week-end à tous.